Johan Durand est un athlète de l'équipe de France qui n'a pas couru en compétition depuis l'automne 2018, date à laquelle il a subi une hospitalisation suite à une blessure au talon d'Achille. Après une longue période de repos faite de haut et de bas et une reprise extrêmement exigeante des entraînements, il devait faire son grand retour lors du semi-marathon de Paris. Malheureusement, l'histoire en a décidé autrement en pleine période de pandémie. Alors comment fait-il pour faire face aux imprévus que la vie lui réserve? C'est ce que nous allons découvrir en entrant dans la tête de Johan Durand. Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un coureur, l'émission de ceux qui souhaitent optimiser leur entraînement et leur préparation mentale pour faire moins d'erreurs et être plus performants. Un lundi sur deux, venez discuter entraînement et psychologie du coureur avec Guillaume et Fred, deux passionnés qui vivent la course à pied au quotidien. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Dans la tête d'un coureur, l'interview. Et aujourd'hui, nous allons tenter de comprendre avec notre invité comment faire face aux imprévus. Imaginez un instant, vous êtes à l'entraînement et tous vos voyants sont au vert. Vos séances s'enchaînent depuis plusieurs semaines et tout est bien réglé sans la moindre difficulté à l'horizon. Pourtant, le sort en a décidé autrement et en l'espace d'un instant, tout bascule. Ça peut être la blessure qui surgit de nulle part ou encore une compétition qui s'annule. Alors comment faire face au changement? C'est ce que nous allons tenter de comprendre aujourd'hui. Et pour nous accompagner dans cette réflexion presque philosophique, j'ai envie de dire, j'ai le plaisir d'accueillir Johan Durand, athlète de haut niveau de l'équipe de France, un spécialiste des courses de fond et de demi-fond. Johan, comment vas-tu? Bonjour, écoute, ça va très bien, merci. Johan, tu sais que Fred, le co-animateur du podcast, ne sera pas là malheureusement aujourd'hui puisqu'il est en Éthiopie avec ses athlètes pour un stage d'entraînement. Tout va bien, j'ai encore eu des nouvelles récemment et d'ailleurs lui et tous ses stagiaires te saluent au passage. Mais sinon, pour te présenter un peu plus, toutes les personnes qui s'intéressent à l'athlé te connaissent déjà probablement, mais pour les autres, tu es un spécialiste des courses de fond. Tu détiens d'ailleurs un record sur semi-marathon en 1h03,43 et un beau 2h14 sur marathon. Mais quand on regarde ton parcours, on peut dire que finalement tu es arrivé un peu sur le tard en athlétisme puisque tes premiers amours sportifs c'était du côté des sports collectifs, c'est bien ça? C'est ça, tout à fait. Ouais. Moi, je viens du football. Je suis, comme beaucoup d'enfants, j'ai été passionné par le foot assez jeune. Donc, j'ai commencé à l'âge de 5 ans et puis mon père était footballeur. Et c'est vraiment pas un peu par hasard et plus par rapport à mes résultats sportifs qui ont fait que je suis tombé un peu par hasard dans la course à pied par l'UNSS en faisant les crosses du collège. Et puis voilà, j'ai tout de suite adhéré, j'ai progressé et ça m'a amené là où je suis aujourd'hui et je regrette pas d'avoir arrêté le football à l'âge de 15 ans pour me consacrer à l'athlé. Ouais, donc ça fait presque 20 ans que tu cours maintenant. Mais sinon, pour en dire un peu plus sur ton histoire, tu es originaire de la Nouvelle-Aquitaine et tes parents sont d'ailleurs un viticulteur. Oui. Tu détiens toi-même un BTS agricole technico-commercial et tu aurais très bien pu toi aussi travailler dans le monde viticole. D'ailleurs, t'es-tu déjà posé la question d'arrêter le haut niveau, surtout en athlétisme où c'est quand même une discipline qui est assez exigeante, pour adopter un mode de vie peut-être un peu plus traditionnel? À la base, c'est ça qui était un peu mon avenir. J'avais fait donc un BTS dans le commerce. J'ai fait un bac pour travailler la vigne et un BTS dans le commerce du vin pour vendre le vin, pour reprendre donc l'exploitation de mes parents. Et puis le fait de devenir athlète et d'avoir des très bons résultats jeunes m'ont poussé à me poser la question: est-ce que je pouvais me permettre de devenir sportif professionnel? Est-ce que j'avais les capacités de le faire aussi? Et puis voilà, en 2008, j'ai décidé de me consacrer à 100% dans l'athlé. Donc aujourd'hui, je regrette pas du tout ce choix parce que c'est un choix de vie qui est difficile, mais on vit des moments extraordinaires et je suis fier d'être sportif de haut niveau. Allier les deux, c'est impossible parce que le métier de la terre, le métier agricole est un métier dur, un métier rude où voilà, quand vous faites du sport de haut niveau, ce qui est important, c'est de vous entraîner dur, mais c'est surtout ce qui est important, c'est les phases de récupération derrière qui vont vous permettre d'enchaîner et de pas vous blesser. Et c'est presque ça qui est le plus important dans le haut niveau, c'est la faculté de récupération qu'a un athlète à pouvoir enchaîner les séances et récupérer derrière. Et ça, c'est impossible en faisant un métier en extérieur, un métier de vigneron où vous êtes dehors et qui est un métier quand même où vous comptez pas vos heures et vous travaillez beaucoup. Donc j'ai fait le choix de devenir sportif professionnel et aujourd'hui je le regrette pas. Non. Et avec des parents viticulteurs, j'imagine que les repas de famille le dimanche, on doit quand même
boire 2-3 verres de vin. Est-ce que tu nous confirmes que la course à pied, même quand on pratique du haut niveau, c'est compatible avec 1 ou 2-3 verres de vin ou pas du tout? Si, bien sûr, c'est compatible. Il faut savoir que on fait quand même des sacrifices tout au long de l'année d'un point de vue diététique, d'un point de vue nourriture, d'un point de vue sortie, de beaucoup de choses. Et moi, j'estime que pour se faire un petit plaisir de temps en temps et relâcher la pression, je me permets de prendre quelques verres de vin, de très bons vins dans des repas de famille à Noël ou dans les différents repas qu'on peut faire en famille. On sort toujours des bonnes bouteilles puisque toute notre famille que ça soit mon oncle, tout le monde est issu de la vigne, donc chacun a toujours des bons vins à faire déguster, donc j'en profite et puis comme j'ai cette fibre-là, j'adore déguster les vins et ça me plaît, donc je m'en prive pas, ouais. Tu sais que dans le trail, il y a aussi François Daen, je sais pas si tu connais, qui est aussi Oui. dans le milieu viticole. Je l'ai jamais rencontré, mais j'ai suivi son parcours et sa vision des choses dans le Beaujolais. J'ai suivi ça, ouais. On l'entend, hein, tu es un vrai passionné de course à pied et tu es aussi un touche-à-tout puisque tu as fait entre le cross-country, 1500 mètres, 5000 mètres, 3000 mètres, 10 km, semi et marathon. Tu as vraiment goûté à toutes les disciplines. Est-ce que pour toi, selon toi en tout cas, il y a une distance qui est quand même beaucoup plus difficile que les autres, même si en course à pied, j'ai tendance à dire que presque tout est difficile? Oui, pour moi le plus difficile c'est le marathon. Ça reste l'effort en termes d'usure mentale. L'effort le plus difficile quand vous faites un 1500, un 5000, voilà, vous n'avez pas le temps tellement de réfléchir et vous avez à serrer les dents pendant 3 minutes, pendant un quart d'heure. C'est des efforts relativement courts, bref, qui vont vous pousser dans vos retranchements et vous faire très mal, mais qui vont être quand même assez brefs. Alors que le marathon, vous avez des moments d'euphorie, vous avez des moments de difficulté par moment, et puis vous allez de nouveau avoir des moments où vous allez bien vous sentir. C'est des hauts et des bas. Généralement, on dit que le marathon, c'est un peu comme dans la vie, voilà, il y a des hauts et des bas, et c'est tellement ça, parce que des fois, au 15e, vous n'êtes pas bien, puis au 25, vous retrouvez des jambes de folie, et au 35, vous retombez un peu. Il y a des choses comme ça dans un marathon qui fait que c'est un moment unique à vivre, et c'est pour moi le plus difficile, ouais. On entend souvent des coureurs et des coureuses comparer le marathon avec les émotions qu'on peut ressentir, les hauts et les bas, finalement à une école de la vie, parce que c'est très très proche. Est-ce que d'ailleurs toi, en parlant d'émotions, tu te souviens d'une course? Est-ce que tu as une anecdote qui a vraiment traduit ça? Oui, il y en a quelques-unes. Le marathon de Paris, la première année, donc je suis néophyte sur la distance, j'arrive donc de la piste avec mon passé de pistard de coureur de 5000. J'avais fait quelques 10 000 et quelques semis, mais vraiment pas beaucoup, donc j'arrivais un peu dans l'inconnu. Voilà, au 5e, je sens la pression un peu populaire. Là, en arrivant à Bastille, au premier ravito, il y a une bousculade et tout, et je sens le cardio qui monte, je prends un peu peur, je panique au moment du ravitaillement et tout, et là je me dis putain, il reste 37 km, j'avais déjà le cardio qui était monté, je commençais à avoir les jambes un peu dures, et là je me suis dit c'est pas possible, ça fait 3 mois de préparation et au 5e kilomètre tu commences déjà à être dans le doute, à avoir un peu peur, à avoir le cardio haut. C'est pas bon signe. C'est pas bon signe, ouais. Et puis voilà, après il faut savoir se relâcher, se remémorer des bons moments, essayer de faire descendre le cardio après le ravito, et puis après les choses reviennent dans l'ordre toutes seules. Mais je sais que c'était quelque chose qui m'avait marqué sur mon premier marathon, et je m'étais dit là ça va être dur. Et la transition quand tu es passé sur marathon, est-ce que tu avais tu vois, quand tu t'es dit ça y est, je me lance sur marathon, est-ce que tu avais des craintes, des peurs par rapport aux entraînements, Ouais. par rapport à toutes les légendes qu'on peut dire? Et finalement, oui. est-ce que avec le recul, ces craintes, elles étaient avérées ou tu as quand même un peu modéré tout ça? J'avais peur de pas mal de choses. J'avais peur de pas bien m'alimenter. J'avais peur du mur du 35e. J'avais peur de pas bien m'hydrater. J'avais peur de pas être capable de boire en courant. Il y a plein de paramètres que sur la piste on s'en occupe pas, même pendant les entraînements d'un pistard. Voilà, jamais je me suis posé la question de qu'est-ce que je vais prendre pendant l'effort, qu'est-ce que je vais prendre après l'effort, et ces choses-là. Et c'est vrai que sur le marathon, c'est important de bien s'hydrater, de bien boire, de bien manger pendant l'effort. Et ça m'a, ouais, ça m'a, je me suis beaucoup
pas pris la tête, mais je me suis beaucoup questionné sur il fallait essayer les boissons, il fallait voir si mon corps supportait les gels, parce que tout le monde n'encaisse pas les gels énergétiques pendant la course. Il y avait plein de paramètres comme ça. Les chaussures à porter, c'est certainement la question que je me suis posée le plus. Quelles chaussures porter? Est-ce qu'il vaut mieux privilégier des chaussures un peu plus légères mais moins d'amorti, ou privilégier l'amorti? Enfin, il y avait plein de questions comme ça que je me posais pas en étant pistard et auxquelles il faut être capable de répondre quand on se lance sur marathon. Et au final, on se rend compte que ça joue, mais c'est pas ce qui joue le plus. Si on arrive d'un point de vue mental, si on sent qu'on est prêt, après ce sont des petits détails, ouais. Alors je note tous tes précieux feedbacks dans un coin de ma tête, et d'ailleurs je pense que pour toutes celles et ceux qui souhaitent un jour se lancer sur marathon, c'est des conseils qui peuvent être assez utiles. Johan, je te propose maintenant qu'on rentre dans le cœur du sujet d'aujourd'hui avec cette question: comment faire face aux imprévus? Et on va faire un petit retour en arrière sur ton histoire. Fin septembre 2018, à la suite des championnats d'Europe de Berlin, tu es contraint de stopper tes entraînements pour soigner une blessure au tendon d'Achille. Tu vas donc être hospitalisé et subir une opération chirurgicale délicate. S'ensuit alors une période de rééducation qui va durer plus d'1 an, avec un arrêt total des entraînements et des nombreux passages dans des centres de rééducation. Il te faudra être très patient pour revenir au haut niveau, au prix de beaucoup d'efforts, et surtout dans un premier temps quand tu reprends l'entraînement, avec une période où tu as peur de te reblesser et de faire une rechute. J'imagine que quand on passe des championnats d'Europe avec des stades bondés au centre de rééducation, eh bien tes capacités d'adaptation doivent être mises à rude épreuve. Alors comment tu as fait pour gérer toutes ces étapes d'un point de vue émotionnel? Ça n'a pas été facile. Après, c'est quelque chose. Moi, l'avantage, le pseudo-avantage que j'ai eu, c'est que c'est une douleur qui n'est pas arrivée comme ça du jour au lendemain. C'est-à-dire que ça faisait 3-4 ans que je souffrais donc de mon tendon d'Achille et que je savais que je n'arrivais pas à m'entraîner comme il faut parce que régulièrement j'avais ces problèmes-là, j'avais ces douleurs-là et je savais qu'un jour ou l'autre j'allais devoir certainement me faire opérer parce que je n'arrivais plus à m'entraîner correctement à 100%. Donc quelque part, c'est une opération que j'ai acceptée, c'est-à-dire que elle n'est pas arrivée du jour au lendemain suite à un faux appui ou quelque chose comme ça. Donc dans mon esprit, je savais déjà depuis 2-3 ans qu'un jour il faudrait programmer cette opération et il fallait que je passe là-dessus. Donc la première étape à faire, c'est accepter la blessure et accepter l'opération parce que c'est quelque chose que j'ai choisi et je me suis dit que je veux le faire pour ne plus avoir mal. C'est-à-dire que pendant 3 ans, j'ai souffert, je galérais tous les matins à marcher, j'arrivais plus à m'entraîner comme il faut et je me suis dit ok, je prends l'initiative de perdre 10 mois, mais je me dis que après ces 10 mois, j'aurai plus mal. Et là, ma vie va changer. Donc, quelque part, je l'accepte. Et puis, surtout, après, il faut écouter son corps et faire preuve de patience. Ça, c'est certainement le plus important. Ouais, je comprends. Finalement, tu as réussi à être suffisamment intelligent pour ne pas aller jusqu'au point de rupture en t'arrêtant à temps. C'est vrai que quand on est coureur et qu'on est blessé, on peut avoir tendance à faire l'autruche, à se dire que ça va passer, qu'on peut encore continuer à s'entraîner. Et finalement, ton histoire nous prouve qu'on ne sort pas d'une épreuve difficile en l'évitant, mais en la traversant et surtout en apprenant de nos erreurs. Il faut vraiment réussir à canaliser nos émotions afin d'agir dans notre propre intérêt, parce que nos émotions, elles peuvent nous mettre en colère, elles peuvent aussi nous paralyser et nous empêcher d'agir. Mais toi, toute cette colère, toute cette rage, tu as réussi à canaliser toutes ces émotions pour les mettre au service de ta rééducation et de ton retour. Finalement, c'est ça, être maître de soi. Ça t'a permis de faire face aux peurs, aux doutes et surtout à la négativité. Ouais, il faut surtout pas être négatif. Il faut vraiment rester positif. Il n'y a pas de problème en fait. Il y a toujours des solutions. Donc c'est-à-dire, je me fais opérer, ça va être un bien parce que je vais pouvoir courir derrière encore plus fort, revenir encore plus fort parce que mon corps sera encore plus fort. Parce que il faut pas dramatiser, se dire c'est la fin de ma carrière, machin. Non, moi je me suis toujours dit si je reviens et que j'ai plus mal, ça va changer ma vie, ça va changer ma façon de courir et ça va changer le rapport que j'ai avec la course à pied, parce qu'à un moment donné, quand vous courez tout le temps en ayant mal, vous perdez la notion de plaisir qui est certainement l'atout numéro 1 pour le coureur, c'est le plaisir qu'il prend dans sa pratique. Et moi, ça, à la fin, je l'avais plus du tout. Donc, quelque part, rester positif et se dire que derrière, ça va changer notre pratique et derrière, on va pouvoir rebondir et revenir encore plus fort. Parce que moi, je suis quelqu'un d'assez optimiste et derrière, je vais pouvoir, moi, de mon côté, enchaîner. Et quand on décide et qu'on subit quelque chose comme
ça, voilà, faut vraiment rester positif, faire preuve de patience, continuer à écouter son corps parce que votre corps, il va quand même si vous faites opérer, il va vous envoyer des signaux, vous allez quand même devoir l'écouter, et puis voilà, et derrière, vous allez revenir plus fort si vous faites ce qu'il faut. Ça, c'est un point important de toujours être à l'écoute de son corps, rester positif. De toute façon, le passé, c'est le passé. Ça sert à rien de le remuer. Le futur, personne ne peut le prédire. Il n'est pas encore arrivé, donc il n'existe pas. Donc, se concentrer sur l'instant présent et être positif. Et puis, de toute façon, si c'est pas aujourd'hui, ça sera demain. Rappelons-nous que la patience est le pilier de la réussite en course à pied. Sans patience, il n'y a pas de victoire. Sinon, Johan, en période de rééducation, quelle stratégie tu as mis en place pour mettre toutes les chances de ton côté et revenir encore plus fort? Est-ce que tu t'es entouré de spécialistes? Ouais, alors après il faut écouter les gens. C'est ça, tout simplement. Je suis allé voir mon coach. Je lui ai dit, écoute, voilà, je me fais opérer. Je reviens vers toi dans un an. On se voit plus pendant un an. Je lui ai dit, voilà, aujourd'hui c'est plus toi la personne la plus importante de mon entourage. Aujourd'hui, la personne la plus importante de mon entourage, ça va être mon chirurgien et mes kinés. Point. C'est eux qui vont m'accompagner et c'est eux qui vont faire que je vais pouvoir revenir à haut niveau. Donc parce que si on s'écoute, si on reste dans le cercle de l'entraînement, moi voilà, je vais vouloir aller trop vite, et alors que les kinés et les médecins, eux, ont des protocoles bien spécifiques et ont tendance à vous ralentir quand vous avez tendance à vouloir aller trop vite. Là, je parle pour les mois quand vous commencez à pouvoir retrottiner, là au bout de 6 mois. Généralement, l'erreur, c'est de vouloir ressortir trop vite. Donc, j'ai dit ça à mon entraîneur et puis voilà, j'ai travaillé avec les kinés. J'ai juste écouté les médecins, les chirurgiens et les kinés. J'ai la chance d'avoir quelques kinés qui travaillent bien avec moi. Et voilà, ils ont été très prudents. Et moi, j'ai été clair avec eux. Je leur ai dit, s'il faut perdre 1 mois de plus ou 2 mois de plus en prenant le temps de pas revenir trop vite, je vais les perdre. C'est pas un souci. Je vais perdre 1 an. Donc, je suis pas 1 mois près. Si derrière, pendant 4 ans, j'ai plus mal. Donc, voilà, j'avais l'autorisation de recourir à 3 mois. J'ai remis les pieds dehors à 4 mois post-opératoire. J'ai pris 1 mois de plus pour prendre le temps d'avoir un tendon plus solide, pour pas brûler les étapes et pour pas perdre. Des fois, en voulant gagner du temps, on en perd au final. Donc, voilà, j'ai écouté beaucoup de gens qui m'ont bien conseillé. J'ai fait beaucoup d'exercices. Je suis allé au CERS à Cap-Breton, au centre de rééducation pour les sportifs au CERS de Cap-Breton. J'ai bien bossé là-bas. Et puis j'ai pris mon temps. Voilà, je me suis écouté. J'ai écouté mon corps plutôt qu'écouter mes sensations ou mes envies. J'ai vraiment écouté mes douleurs et j'ai pris le temps de reprendre et ça a fonctionné. On ressent à quel point tu étais acteur de ta guérison, que tu as vraiment pris les choses très au sérieux et que tu n'as pas été passif de ça et au contraire, tu as vraiment mis en place une stratégie précise pour guérir et pour t'améliorer. C'est assez riche d'enseignements, je trouve. Et il y a aussi autre chose que je trouve intéressant dans ton parcours, c'est que finalement, l'envie que tu as eue de te lancer sur marathon, elle est née de cette convalescence. Et finalement, on se rend compte que chaque épreuve que l'on traverse, c'est aussi un nouveau point de départ vers notre prochain défi. Ouais, c'est ça. Hein. C'est tout ce qui nous. Alors, c'est encore des citations un peu banales, mais c'est vrai que ce qui tue pas rend plus fort. C'est-à-dire que si on arrive à rebondir d'un échec, moi j'en ai subi des échecs. Hein. Quand j'ai été jeune, j'ai fait X fois 4e ou second des championnats de France. Je dois avoir une dizaine de places de vice-champion de France. J'ai fait 4e au championnat d'Europe en 2012 à Helsinki. J'ai loupé les jeux de 2 secondes sur 5000 mètres. Enfin, j'ai plein d'échecs comme ça, mais qui m'empêchent pas aujourd'hui de vivre, de prendre du plaisir dans ma passion. Et je me suis pas arrêté à ces trucs-là. Je me suis dit que derrière, je ferais autre chose et que le succès vient toujours d'un échec. Il faut savoir pourquoi on s'est loupé ou pourquoi on a fait 4e et rebondir sur ça pour revenir et jamais. Alors il y a des périodes où on est dans le doute, mais toujours revenir et garder du positif et se dire qu'un jour ça va sourire. Exactement, c'est la capacité de pouvoir apprendre de ses erreurs, c'est la capacité de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et puis finalement, quand on y réfléchit bien, 99% des blessures sont temporaires. Et quand on en sort, eh bien souvent on est plus fort, on est plus motivé et surtout on est encore plus heureux à chaque fois qu'on va courir. C'est ça. Sinon, Johan, allons un peu plus loin dans ton histoire. Et après cette période de rééducation et une reprise intensive des entraînements, tu as mis presque même plus d'1 an pour revenir à ton meilleur niveau.
gros, tu devais faire ton retour médiatique lors du semi-marathon de Paris et tenter aussi de décrocher les minima pour les championnats du monde de semi-marathon. Malheureusement, pour lutter contre la propagation du Covid-19, la préfecture de Paris a décidé presque à la dernière minute de reporter cette épreuve à une date ultérieure sans donner plus de précision. Alors comment est-ce que toi, tu as réagi face à cette nouvelle épreuve ? J'imagine que ça a dû être très dur quand on sait par quoi tu es passé. C'était de la déception au début, surtout qu'on l'a appris vraiment. On était tous sur Paris, on avait déjà récupéré nos dossards et on était vraiment déjà dans la bulle de la course. On se disait ça y est. On était vraiment concentrés. C'est la course, c'est demain. Voilà, pour la Fédé, c'était le support de sélection pour les championnats du monde de semi. Donc on était vraiment concentrés. Et voilà, on a appris ça. Au début, ça a été un peu compliqué à accepter parce qu'on comprenait pas pourquoi annuler le semi de Paris quand dans le même temps on voyait des matchs de foot se tenir ou des salons, le salon de l'agriculture qui se tenait à quelques pas de là, donc on comprenait pas trop. Aujourd'hui, avec le recul, on comprend très bien ce qui s'est passé et on l'accepte et c'était ce qu'il fallait faire. Mais ça n'a pas été, sur le coup, ça a été une déception, ça a été une frustration de plus. Alors je me suis dit je vais essayer de courir un autre semi-marathon que Paris. Donc j'avais commencé à regarder pour aller courir le semi de Lisbonne le 22 mars, le semi c'était Prague le 29 mars, les choses comme ça. Et puis on a très vite compris que c'est toute l'Europe qui allait être impactée par ce virus et que les courses allaient être compliquées. Donc après il faut faire preuve d'adaptation. Il faut se dire que moi je suis content parce que j'étais en forme. Je sais ce que je vais aller. J'ai pas pu le prouver le jour J puisqu'on n'a pas pu courir, mais je savais que j'étais en forme. Je sais ce que j'ai fait à l'entraînement et ça personne peut me l'enlever. Et moi je sais que je pars avec ce bagage là derrière moi. Et puis on va partir sur d'autres objectifs quand la saison, on aura un peu plus de vision sur la saison, mais c'est quelque chose qui est international, il faut l'accepter. C'est plus facile à accepter qu'une blessure quand on est blessé et qu'on voit les copains qui eux continuent la compétition. Là, on est tous dans le même panier. C'est indépendant de la volonté des coureurs ou de la fédération. Donc c'est quelque chose qui touche tout le monde. Donc aujourd'hui, la course à pied, c'est vraiment relégué au second plan et c'est pas le plus important. Mais voilà, il faut faire preuve d'adaptation et puis tout de suite se projeter vers des nouveaux objectifs. Là, Johan, je dois te dire que je suis quand même assez impressionné par la manière dont tu prends les choses et surtout le recul que tu réussis à avoir. Parce que quand on a traversé tout ce que tu as traversé, qu'on essaye de revenir et qu'on est face à une chose aussi extraordinaire, c'est quand même pas tous les jours qu'on annule une course pour une pandémie. C'est ça. On peut quand même se dire, le monde est contre nous, c'est pas de chance et avoir tendance à se réfugier un peu dans l'injustice. Et finalement, cette capacité que tu as à accepter que les choses ne se passent pas toujours comme tu l'avais prévu, que c'est ainsi et qu'il faut l'accepter, eh bien, à mon avis, cette aptitude, tu l'as sûrement travaillée au fil de tes expériences personnelles, notamment, je pense, mais ça c'est toi qui vas me le dire, grâce à tes blessures. Ouais, je pense que ma blessure y est pour quelque chose parce que quand comme je le disais, je faisais un parallèle par rapport à la blessure. L'annulation de cette course-là, on sait que c'est juste provisoire. On sait que c'est tout le monde qui est dans le même panier et on sait qu'on va pouvoir recourir bientôt et reprendre nos activités. Et donc moi je l'accepte plus facilement et je sais que c'est parce que j'ai été blessé, j'ai galéré pendant 1 an, j'ai créé de la frustration, mais vraiment. Où on voit les copains courir, on voit les compétitions qui s'enchaînent, et nous on est loin de tout ça. Donc du coup on crée un espèce de processus où on se met une carapace, on regarde plus trop ce qui se passe et donc du coup là cette annulation, moi elle ne m'impacte pas plus que ça parce que comme je le disais, je sais ce que j'ai fait à l'entraînement et puis après je reviendrai plus fort. Ça n'a pas pu être pour cette fois-là, ça sera pour une prochaine fois, c'est pas un souci. En tout cas, ce que tu dis, ça confirme quelque chose que nous on défend avec Fred dans ce podcast, c'est que psychologiquement les athlètes qui ont subi des difficultés ressortent plus résistants. Plus fort. Parce qu'en fait, ils savent que maintenant, ils peuvent affronter presque n'importe quoi. La difficulté, ça renforce le mental.
Oui, oui, complètement. Ouais. Alors ça, c'est vraiment la base. Hein. C'est le mental et le fait de connaître des déceptions par moment et des blessures fait que votre mental après il est à toute épreuve. Vous êtes resté pendant plusieurs semaines sur un lit d'hôpital ou que vous êtes éloigné des terrains de sport pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, vous revenez, vous avez les dents qui raillent le parquet et vous avez envie de tout casser. Donc, quelque part, ça joue beaucoup. Ouais. Ouais, c'est ça. Il faut savoir des fois manquer de course à pied pour encore mieux l'apprécier. Sinon, avec les mesures de confinement décrétées par l'État français, toi, quelle stratégie tu as mis en place pour vivre du mieux possible ce confinement? Et déjà, il a fallu comprendre un peu ce qui était autorisé et pas autorisé en France. Et puis surtout, on attendait l'information de savoir quels allaient être les prochains objectifs à mettre en place. Parce que voilà, alors avec mon coach, on s'est dit la saison mars-avril c'est terminé, donc on s'est tout de suite projeté sur des nouveaux objectifs pour pas rester dans le flou. Donc on s'est dit on va préparer peut-être les France de semi, la Coupe d'Europe du 10 000, les choses comme ça pour faire des compétitions en mai-juin. Il s'avère que celles-ci vont certainement être annulées aussi. Donc on va partir sur des objectifs plutôt au mois d'août, plutôt au mois de septembre. Donc revoir tout le calendrier de la saison, mais quelque part c'est de suite se projeter vers qu'est-ce que je vais préparer, quels sont mes nouveaux objectifs, se relancer sur un calendrier, les choses comme ça. Et c'est vrai que ça aide. Après, du coup, pendant un premier temps, moi, j'ai continué un petit peu à m'entraîner en extérieur tant qu'on pouvait et tant qu'on avait l'autorisation. Aujourd'hui, voilà, j'essaie d'adapter. Je fais de la course en salle sur tapis, du vélo à l'intérieur. Et puis, du coup, ça me permet aussi de travailler des aspects qu'on néglige un peu quand on fait vraiment du marathon, à savoir tout le travail technique, le travail de muscu, le travail de renfo, toutes ces choses-là. Je me suis dit, voilà, alors c'est une épreuve à traverser, on est confiné certainement pendant un mois, qu'est-ce que je vais faire? Voilà, donc on va faire un peu de repos, on va faire moins de kilomètres à pied, on va faire plus de renfo, on va ressortir de là avec des nouveaux objectifs et puis surtout en ayant encore plus fort, en travaillant des points sur lesquels d'habitude qu'on néglige un petit peu, quoi. Ça, c'est hyper intéressant comme conseil, tout de suite d'être dans l'après, essayer de construire sa saison pour la rentrée prochaine et déjà être dans la projection de ses nouveaux objectifs. Sinon, il y a forcément une actualité que tu n'as pas pu passer au travers, c'est le report des Jeux Olympiques de Tokyo. Alors tu sais, on dit qu'il y a une espèce de malédiction pour les Jeux Olympiques de Tokyo, puisqu'en 1940, Tokyo devait organiser les JO. Ça a été annulé pour cause de Deuxième Guerre mondiale. On se souvient aussi, 40 ans plus tard, qu'en 1980, il y a eu le boycott des Jeux Olympiques avec l'ex-URSS. Donc finalement, tous les 40 ans, l'histoire semble se répéter. Est-ce que toi, tu penses que c'est une bonne chose d'avoir reporté les Jeux Olympiques? C'est la première fois dans l'histoire qu'on fait ça. Ou bien tu te dis qu'on aurait pu aussi les conserver symboliquement? Ouais, je pense que c'est une bonne chose pour tous les sportifs parce que tout le monde n'était pas du tout sur le même pied d'égalité. Je vois encore des coureurs étrangers qui aujourd'hui s'entraînent chez eux comme si de rien n'était, alors que nous on est bloqués à la maison. Je pouvais pas comprendre qu'on puisse en termes d'équité sportive maintenir un événement comme ça. Et puis c'est surtout après en termes de par rapport à tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, le sport, on se rend compte que le sport n'est pas le plus important dans la vie. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est réussir à stopper ce problème-là. Donc, j'ai été satisfait de voir que tout le monde, les partenaires financiers, parce qu'il y avait des gros enjeux financiers, que tout le monde tire dans le même sens et qu'on décale les Jeux d'un an. C'est vraiment la bonne solution. Ça a permis d'apaiser tout le monde. Les sportifs savent maintenant qu'ils ont un an pour se préparer. Ils vont prendre le temps de pouvoir bien faire les choses et je trouve que c'est bien, ouais. Alors justement, Johan, en parlant de préparation pour des prochaines échéances, tu sais, il y a beaucoup de coureurs et de coureuses françaises qui sont confinés actuellement et du coup, la question de la reprise, elle va bientôt se poser, on espère le plus vite possible. Toi, fort de ton expérience, quels conseils tu pourrais nous donner pour adopter la meilleure stratégie pour un retour efficace ? C'est clairement de faire une reprise en douceur. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est libéré qu'il faut aller taper des 20 bornes dans la foulée. Il faut vraiment prendre le temps de se refixer un objectif. Donc je pense que pour la plupart des gens, ça va être un marathon du coup à l'automne.
Donc les gens auront le temps de bien le préparer, et donc il faut faire une reprise en douceur un petit peu, de façon intelligente, prendre le temps. Ça sert à rien de remettre des intensités très vite après une coupure comme ça, parce qu'on est plein de jus, on est plein de gaz, on a envie d'envoyer. Moi, je dirais que je vais reprendre par un petit peu d'endurance pour faire reprendre un peu un cycle de travail foncier où je vais faire des allures très lentes, peu d'intensité, et où je vais remettre un cycle de travail. Voilà, et surtout le problème, c'est le risque de blessure, c'est-à-dire que quand on va reprendre la course à pied, si on a fait que des sports un petit peu portés, style vélo ou des choses comme ça pendant son confinement où on n'a pas pu trop sortir, où on a fait que des exos de renfort et tout, il faudra prendre le temps de bien revenir pour pas se blesser. C'est le risque numéro un. Le risque numéro un, c'est de reprendre trop vite parce on va être libéré, donc on va vouloir y aller, mais il faut quand même courir avec sa tête, se fixer des objectifs assez réalisables dans le temps, se dire voilà, j'ai 4 mois, je prends le temps, je fais les choses bien, je fais mes exos, et puis surtout toutes les petites routines qu'on va mettre en place là pendant le confinement, c'est à savoir s'étirer un petit peu plus, faire des exercices, je sais pas moi, de respiration, faire du renforcement, de la PPG, de la muscu, et garder cette routine là pour l'additionner à ses entraînements habituels, et puis retourner juste dans sa façon d'être coureur, quoi. Toi, tu penses, avec ton expérience personnelle, après un arrêt, alors que ce soit pour repos, blessure ou encore des événements plus extraordinaires, après 4 et 8 semaines, tu penses qu'il faut combien de temps pour commencer à retrouver des bonnes sensations à l'entraînement? Alors pas forcément avoir vraiment le stop niveau, mais en tout cas retrouver des bonnes sensations de vitesse, se sentir à l'aise et aller à l'entraînement sereinement. Ouais, je dirais presque le double, hein. Si on est arrêté un mois, je pense qu'il va falloir 2 mois pour retrouver un bon niveau physique et être bien, sachant que voilà, ce qu'il faut, c'est ne pas les 2 premières semaines prendre le temps de revenir et de pas remettre trop d'intensité, comme je le disais, c'est de prendre le temps de bien faire les choses et de pas vouloir aller trop vite. Donc ouais, je dirais le double, hein. Si on fait un mois sans course, je dirais qu'il faut 2 mois pour retrouver des bonnes sensations et retrouver un niveau qui était le nôtre avant la coupure, ouais. Et quel message tu aimerais faire passer à toutes celles et ceux qui sont confrontés à l'imprévu, qui doivent s'adapter peut-être au fait de ne plus courir après une blessure ou encore après un événement extraordinaire comme on vit en ce moment? Quel message tu aimerais leur faire passer pour faire face à cette frustration et aussi aux peurs et aux craintes qu'ils peuvent avoir? Ouais, justement, il faut s'en servir, hein. Il faut pas voir ça comme une difficulté. Alors, comme je le disais tout à l'heure, j'ai toujours tendance à voir les choses, la vie en rose en quelque sorte, mais se dire que là c'est la période pour laquelle je vais me régénérer, je vais moins courir, donc je vais créer une espèce de régénération mentale où quand je vais sortir, quand je vais avoir l'autorisation de recourir ou ressortir de ma blessure, je vais avoir envie, je vais vraiment être motivé et je vais vraiment voir les émotions que la course à pied me procure, et c'est comme ça que je vois les choses. C'est une espèce de régénération mentale, physique, se dire que c'est une période où je régénère mon corps, et quand je vais pouvoir y aller, je vais y aller, et là je vais prendre du plaisir dans ma pratique, et puis surtout j'aurai créé de la frustration, et donc j'aurai un espèce de mental c'est-à-dire que quand on va pouvoir ressortir du confinement, à mon avis, même s'il pleut, on va plus rechigner à aller faire sa séance dehors, hein. Là ils pourront nous annoncer des moins 10 degrés et de la pluie, on ira tous faire du fractionné au stade, hein, parce qu'on aura ce manque là. Et du coup, on aura le mental à toute épreuve, et je pense qu'on va ressortir. Pour moi, j'ai toujours l'impression que on ressort plus fort d'une difficulté. Voilà. Ouais, finalement, on dit souvent que la course à pied, c'est un sport ingrat, c'est un sport difficile. Mais quand on est coureur, le plus difficile dans la course à pied, c'est de pas courir. Et quand on va avoir l'occasion de pouvoir rechausser les baskets et aller courir dehors, je pense que ça va être un sacré bonheur. C'est ça. On retrouve des émotions quand on ressort. Moi, quand après mon opération, j'ai pu aller, j'ai eu l'autorisation d'aller faire un footing de 30 secondes dehors. Ça a été une libération. Je me suis habillé comme si j'allais faire 1 heure de footing. J'ai mis mes chaussures, mes baskets, ma casquette, mon manche longue. Enfin, j'étais habillé comme si j'allais faire 1 heure de footing. Et puis je suis sorti. J'ai fait 100 mètres, j'ai fait 30 secondes et je suis rentré chez moi.
Et malgré ça, voilà, j'avais l'impression de revivre. C'était une libération. Et quelque part, ça va être la même chose et on va voir que on va tous reprendre du plaisir dans notre pratique dès qu'on va être un peu libéré de tout ça, ouais. Ah, tout ça, ça donne envie de rechausser les chaussures et de pouvoir aller courir. En plus, ce sera l'été, C'est presque. ça, mais En tout oui. cas, ce sera l'été. Donc ce sera vraiment génial sera pour aller chouette, ouais. courir. On va pouvoir reprendre le soleil. Ça va être fabuleux. Ah oui, bah là, oui. Surtout que bah là, dans le sud-ouest, on a quand même une belle météo là depuis quelques temps, donc ça donne vraiment envie de courir. Et ouais, on va être motivé. Et puis je sais qu'il va y avoir des beaux objectifs là au sortir de l'été avec toutes les courses qui s'annoncent en septembre, octobre, novembre, à l'automne. Là, ça va être très intéressant et ultra motivant. Ah, il y a peut-être des gens qui nous écoutent dans le futur, peut-être qui vont découvrir le podcast en 2023 et ça va leur faire rigoler de repenser à toute cette période. Bref, on passe le bonjour à ces gens qui nous écoutent depuis le futur. Johan, tu sais, on a une tradition avec Fred dans ce podcast, c'est qu'on aime bien conclure nos épisodes avec plusieurs questions. La première, c'est si tu pouvais revenir 20 ans en arrière, quel conseil tu donnerais au petit Johan de 12-13 ans? Je me dirais de faire les choses encore plus consciencieusement que je les ai faites. Peut-être que c'est mon côté, j'ai un côté un petit peu comme ça où je me prends pas la tête du tout sur plein d'éléments et je sais pas, peut-être que j'aurais peut-être fait une meilleure carrière si j'avais fait attention à des petits détails, hein, vous savez, mieux vous étirer, mieux s'alimenter, mieux des petits détails. Mais après, d'un autre côté, je sais que c'est ma mentalité et que j'aurais pas supporté d'avoir un entraîneur comme Philippe Lucas. Je sais que par exemple un entraîneur un peu tyrannique, un peu quelqu'un qui vous pousse dans vos retranchements sans arrêt, ça aurait pas pu fonctionner parce que moi je suis pas issu de la course à pied et je fais ça parce que j'aime et je prends du plaisir dans ma pratique. Mais si c'est quelque chose qu'on m'impose, j'aurais plus ce plaisir là et du coup j'aborderai les choses différemment. Donc je me dirais d'être quand même un peu plus consciencieux et puis surtout de prendre du plaisir et je me dirais que à la première douleur il faut se faire pas opérer mais il faut écouter son corps plutôt que vouloir courir à tout prix en courant avec des douleurs qui vous gênent quoi. Ah, c'est cool de voir que même dans le haut niveau, cette notion de plaisir et de faire les choses qu'on aime, eh bien, elle est quand même bien présente. Tu sais, Johan, en ce moment, il y a beaucoup de coureurs et de coureuses qui ont un peu de temps et qui ont envie de découvrir de nouvelles choses. Alors, est-ce que tu as peut-être un livre, un film, une série ou encore même un album de musique, tiens, qu'on pourrait écouter et que tu aimerais partager avec nous? Alors, quels sont tes conseils? Bah de mon côté, je dirais de prendre le temps de se ressourcer un peu et il y a un artiste que j'écoutais quand j'avais 20 ans et que j'écoute moins maintenant, c'est Renaud, le chanteur et j'adorais ses chansons et j'étais un grand fan absolu quand j'étais jeune et c'est vrai qu'il y a longtemps que j'ai pas écouté ses petits albums et c'est vrai que se mettre au soleil et écouter les chansons de Renaud là c'est quelque chose qui me donnerait envie pour voilà, me remémorer l'époque où j'étais un grand fan et où j'écoutais absolument tous ces albums. Et voilà, me mettre voilà sur une petite terrasse pour profiter du temps qui passe parce que voilà, quand on est athlète de haut niveau, on est toujours à droite à gauche, on est loin de sa famille, on vit tout le temps à 100 à l'heure entre les compètes, les avions, les stages à l'autre bout du monde et du coup là, profiter de se poser pendant cette période-là où en plus il fait un peu beau dehors et prendre le temps de rien faire, prendre le temps de rien faire en écoutant un peu de Renaud, ouais, ça va bien m'aller, ouais. Bon, bah voilà, tu as toute une discographie à écouter depuis 1975, je crois. Est-ce que tu sais sinon déjà les prochaines courses sur lesquelles tu as envie de t'aligner? Est-ce que tu as déjà une idée de la prochaine course où on va pouvoir te voir courir? Bah la prochaine non, mais les prochains gros objectifs, ça va certainement être des marathons du coup en septembre, comme je le disais, avec pourquoi pas le marathon de Berlin ou le marathon de Paris ou le marathon de Valence, un des trois. Donc il va falloir qu'on affine ça en fonction de la préparation, mais ça va être un de ces trois-là et c'est ça le nouvel objectif et je suis déjà focus sur ça. Donc dès qu'on sort de cette période un peu délicate, eh ben on repartira au travail et en ayant
la motivation comme jamais. Merci infiniment Johan et merci à Maud et à Eddy d'avoir facilité ce très bel échange. Johan, on te souhaite que le meilleur pour la suite. Merci beaucoup pour ta bonne humeur et surtout ta capacité à voir les choses de manière très positive. Ça fait du bien en ce moment. Encore une fois, je te souhaite que le meilleur et je te dis à bientôt. Merci à vous.